Tu es dans ton vaisseau spatial galactique en route pour l'avant-poste 52 avec pour mission de livrer des fournitures pour la petite colonie qui s'y trouve quand des alarmes commencent à retentir. Tu consultes tes écrans, mais quelque chose attire ton attention avant que tu ne puisses comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'écran de visualisation car la partie avant de ton vaisseau est transparente, comme un miroir sans teint. Un colossal nuage orange et violet se dirige vers toi. Tu n'as pas le temps de l'analyser. Tu mets le vaisseau en piqué aussi verticalement que possible. Les alarmes s'affolent, mais tu es trop concentré pour te mettre à l'abri du danger. Le vaisseau tremble et tu penses qu'il va se briser. Mais il est rapide et puissant et tu parviens tant bien que mal à te placer en dessous du nuage. Tu lèves les yeux et tu vois le gigantesque nuage de plasma passer au-dessus de toi. La curiosité t'a piqué et tu décides de le suivre. Tu programmes ton ordinateur de bord pour l'analyser. Les résultats te parviennent vite, mais tu as du mal à y croire. Ce nuage de plasma est un destructeur galactique. Lui et d'autres de ses congénères ont mis une fin prématurée à nombre de galaxies. Tu te souviens de tes études sur Terre, lorsque tu n'étais qu'un jeune pilote. Il y avait déjà eu des recherches au XXIe siècle sur la raison pour laquelle les galaxies cessaient mystérieusement de former de nouvelles étoiles, provoquant à terme leur déclin. Les étoiles se forment à partir d'épais nuages de gaz devenus extrêmement froids. Ils se condensent et, au fil du temps, s'effondrent en une matière solide et compacte. Il existe une célèbre photo prise par le télescope spatial Hubble. La plupart des gens l'ont vue. Elle s'appelle les piliers de la création. Il s'agit de la nébuleuse de l'Aigle où des étoiles sont en train de se former. On appelle de tels environnements des pouponnières d'étoiles. C'est un concept plutôt mignon. Mais il y a un méchant qui rôde. Et tu le suis. C'est un vaste destructeur d'étoiles. Le destructeur se précipite et balaye le gaz de ces galaxies à une vitesse incroyable, empêchant ainsi les étoiles de se former. C'est comme un balai géant. Mais au lieu de nettoyer, il détruit, mettant fin prématurément aux nouvelles galaxies. Maintenant que tu sais à quel point il est dangereux, il est préférable de rester un peu en retrait. Voyons si nous pouvons le voir en action à une distance sûre. C'est un mystère de longue date que de savoir pourquoi certaines galaxies ne donnent pas naissance à de nouvelles étoiles. Ce destructeur d'étoiles est malin. Il traîne autour des grands amas de galaxies, dont un en particulier, qui porte le nom d'amas de la Vierge. C'est celui que les scientifiques ont étudié. Il est tout proche, mesure 7 millions d'années-lumière de diamètre et contient des milliers de galaxies. Quand on dit proche, on parle tout de même d'environ 65 millions d'années-lumière de nous. Ce n'est donc pas vraiment ta petite promenade spatiale du dimanche, mais c'est relativement proche à l'échelle galactique. L'amas fonce dans le plasma surchauffé à des vitesses pouvant atteindre 1 million de kilomètres par heure. L'amas constitue la base du grand superamas de la Vierge, dont le groupe local, où se situe notre Voie lactée, fait partie. Sa proximité avec nous le rend plus facile à étudier pour les scientifiques. C'est aussi l'une des régions les plus extrêmes de l'univers que nous connaissons, en tout cas à ce jour. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-bas ? L'amas de la Vierge est aussi inhabituel car il forme encore de nouvelles étoiles. Et nous pouvons les observer comme sur la célèbre photo de la pouponnière de Hubble. L'une des galaxies de cet amas s'appelle Messier 87. Elle a été découverte en 1781 par un astronome français nommé Charles Messier. Elle lui semblait un peu floue, alors il l'a appelée nébuleuse. Une nébuleuse sans étoiles. Il a fallu attendre les années 1920 pour obtenir plus d'informations sur sa nature exacte. Messier était très respecté et, de son vivant, il a découvert pas moins de 13 comètes. Il est né dans la campagne française, 10e d'une famille de 12 enfants. À l'âge de 14 ans, en 1744, il a eu la chance de voir une énorme comète à 6 queues. Elle était étonnante et était visible à l'œil nu pendant plusieurs mois. Ses effets étaient spectaculaires et inhabituels. Elle était si brillante qu'elle a été répertoriée comme la 6e plus brillante de l'histoire. 4 ans plus tard, le 25 juillet 1748, le jeune Charles a vu une éclipse solaire depuis sa ville natale. Il a alors su qu'il voulait explorer le monde de l'astronomie. C'était tout décidé. Un cratère lunaire et un astéroïde ont été nommés en son honneur. Rien d'aussi éblouissant cependant que Messier 87 alias M87. C'est une galaxie elliptique supergéante avec des billions d'étoiles. C'est la 2e galaxie la plus brillante de l'amas septentrional de la Vierge, ce qui la rend populaire auprès des astronomes professionnels et amateurs. Les galaxies elliptiques sont constituées d'étoiles plus anciennes et de faible masse, avec une activité de formation d'étoiles minimale. Elles sont entourées d'un grand nombre d'amas globulaires. Elles représentent environ 10 à 15% du superamas de la Vierge. M87 a un trou noir supermassif en son centre.
Il a été photographié à l'aide des données recueillies en 2017 par le télescope Event Horizon, EHT. Il a été dévoilé avec enthousiasme au monde entier en 2019. En mars 2021, l'équipe de l'EHT a révélé pour la première fois une image polarisée du trou noir. C'était un événement très excitant. C'était la première fois qu'un trou noir était capturé. Tout cela a été rendu possible grâce au télescope Event Horizon, qui est en fait constitué de nombreux radio-observatoires et radiotélescopes du monde entier, travaillant tous ensemble pour produire un télescope très sensible et à haute résolution. Un autre réseau de télescopes, situé au Chili, s'appelle le Grand Réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA. Ils ont capturé des images haute résolution des 51 galaxies importantes de l'amas de la Vierge. C'est en partie grâce à cela que nous savons ce que nous savons. M87 et d'autres galaxies ne semblent pas faire grand-chose à l'œil nu. En fait, au cours d'une vie humaine, elles bougent à peine. Pourtant, elles sont composées de gaz, de poussière et d'autres objets et se déplacent dans l'espace à grande vitesse. Elles se déplacent lorsqu'elles sont affectées par la gravité d'autres galaxies ou par la matière noire, une entité mystérieuse qui est 5 fois plus répandue que la matière ordinaire. On pense que de nombreuses galaxies, y compris la nôtre, ont un halo de matière noire qui les entoure. La matière noire peut tirer de façon plus importante sur les petites galaxies à l'extérieur des amas. À mesure que la galaxie est entraînée dans l'espace, le destructeur d'étoiles peut tomber sur elle. Des nuages géants de plasma intergalactique, une forme de gaz électrique, peuvent se comporter comme une atmosphère et drainer le gaz à l'intérieur de la galaxie. Ils balayent le gaz de cette galaxie, la privant de ce dont elle a besoin pour fabriquer des étoiles. Il est difficile de saisir l'ampleur de ce genre d'activité. Mais d'après les scientifiques, c'est ce qui est en train de se produire avec certaines galaxies ou nébuleuses sans étoiles, comme les a observées Charles Messier. Maintenant, garons notre vaisseau spatial ici et regardons cette chose en action. Ce que nous avons appelé destruction d'étoiles est aussi connu sous le nom de décapage de gaz. C'est l'un des événements extérieurs les plus spectaculaires et les plus violents de l'espace. Un scientifique du Conseil national de recherche du Canada a affirmé que les galaxies se déplaçaient si vite dans le plasma chaud de l'amas qu'une quantité de gaz moléculaire froid était arrachée de la galaxie. C'est comme si le gaz était balayé par une gigantesque souffleuse industrielle cosmique. Ce n'est pas le genre de décapage que nous souhaiterions voir se produire dans notre galaxie. Mais là, tu l'observes en pleine action. Tu es impressionné, mais tout aussi respectueux de sa puissance. Le décapage du gaz, également connu sous le nom de décapage par pression dynamique, traverse de nombreuses galaxies et élimine les gaz qui forment les étoiles. Le processus est très efficace. Les gaz se comportent différemment des nuages de notre galaxie. Ils ne forment pas autant d'étoiles que la nôtre. Une étude du XXIe siècle a révélé que le même processus se produit dans des groupes plus petits, de quelques galaxies seulement, avec beaucoup moins de matière noire. L'étude a examiné un nombre stupéfiant de 10 567 galaxies satellites. Ce sont des galaxies qui existent au-delà des énormes amas galactiques. Ils ont pu en étudier un si grand nombre en utilisant la technique de l'empilement. Cela permet d'en savoir plus sur un ensemble d'objets peu lumineux, en combinant toutes les informations de ces objets et en extrayant une caractéristique moyenne. Ils ont finalement déterminé que le décapage du gaz est potentiellement la principale façon dont les galaxies et la formation des étoiles sont entravées par leur environnement. C'est plutôt malheureux d'avoir un voisin aussi méchant. Maintenant que ta curiosité a été satisfaite, il est préférable de quitter ce nuage de plasma et de poursuivre ton voyage vers l'avant-poste 52. Tu vas être en retard et tu pourrais avoir de sérieux problèmes. Pendant que ton vaisseau fait demi-tour, nous allons retourner sur Terre et remonter dans le temps. Retour en 1744. À cette nuit dans la campagne française, où un adolescent se tenait dehors, émerveillé par le ciel nocturne et la vue spectaculaire d'une comète à 6 queues. Et à partir de ce moment, il a trouvé l'inspiration pour entamer la quête de toute une vie, basée sur une seule question. Peut-être la question ultime. Qu'y a-t-il là-haut ? Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu.
Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius.
Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée, est aujourd'hui requalifié de planète naine à un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que, d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit.
Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil, parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre.
Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même.
et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune.
Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vives. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux 2 extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre.
Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée.
Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. La vitesse de la lumière est la chose la plus rapide de notre univers. Elle traverse l'espace, passant devant Mercure et Vénus avant de nous atteindre. Il se trouve qu'elle est en train de ralentir, mais pas de panique. Le Soleil s'affaiblit, mais nous n'en verrons pas les effets avant 1 milliard d'années. Dans le vide de l'espace, la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. Si elle était beaucoup plus lente que cela, les humains percevraient tout de suite des changements. Il y aurait des effets impressionnants, comme des couleurs qui changent et la luminosité des objets qui s'estompent. Nous remarquerions aussi des différences dans la taille et la forme des objets de tous les jours. Des scientifiques ont créé une simulation pour voir ce qui se passerait si la vitesse de la lumière était plus lente. Dans le vide, la vitesse de la lumière ne peut pas changer. Mais si la lumière passe à travers différents matériaux et objets, cela modifie la façon dont nous percevons les choses. La lumière agit comme une onde et une particule, ce qui signifie qu'elle possède une longueur d'onde. La couleur et la fréquence sont déterminées par la distance de crête à crête de l'onde. Elle se comporte comme le son avec l'effet Doppler. Imagine que tu te tiens au milieu d'une autoroute très fréquentée et qu'un camion klaxonne en roulant à toute vitesse. Tu peux entendre le son du klaxon qui ressemble à un souffle, car l'objet en mouvement produit le son alors que tu es immobile. La fréquence et la hauteur semblent changer. Mais c'est juste le son qui atteint ton oreille plus rapidement que si toi et le camion étiez tous les deux immobiles. La lumière se comporte de manière similaire. Les longueurs d'onde changent si la vitesse change. En te rapprochant d'une source de lumière et en raccourcissant la longueur d'onde, tu obtiendras une couleur plus bleu violacée. En t'éloignant de la source de lumière, tu obtiendras quelque chose de plus rougeâtre. Donc, si la vitesse de la lumière ralentissait, admettons à la vitesse de la marche à pied, nous remarquerions que les couleurs changent lorsque nous nous approchons d'un objet éclairé. En même temps, la couleur changerait autour de nous et derrière nous. Si tu te déplaçais de côté, les couleurs vers lesquelles tu te diriges deviendraient plus bleues. Et tout ce qui se trouve au loin deviendrait rouge. Cette information est utile aux astronomes qui étudient les objets dans l'espace. Si leur couleur tend vers le bleu, cela signifie que l'objet se déplace vers nous. Si elle tend vers le rouge, cela signifie qu'il s'éloigne. En réalité, quasiment tout dans l'univers tend vers le rouge, ce qui prouve que l'univers est en expansion et que tout s'éloigne de nous. Plus la lumière est lente, plus elle devient lumineuse. C'est parce que les photons deviennent plus présents dans notre champ de vision. À cette vitesse, nous pouvons voir une lumière invisible et d'une intensité accrue. Tu ne remarqueras pas beaucoup cet effet si tu es immobile. Mais à cause de l'effet Doppler, si tu te déplaces vers un objet, tu verras différentes couleurs et différentes intensités lumineuses. Un autre phénomène dont nous ferions l'expérience est la dilatation du temps. C'est lorsque tu te déplaces à une vitesse similaire à celle de la lumière et que le temps est réduit par rapport à quelqu'un qui ne se déplace pas. L'espace et le temps sont relatifs. Donc, si tu es assis à ton bureau en train de t'ennuyer, tous tes mouvements se feront dans le temps et non dans l'espace. Tu es immobile, mais tu avances quand même techniquement dans le temps, en vieillissant lentement. Plus tu te déplaces rapidement dans l'espace, plus ton déplacement dans le temps sera lent. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière, alors tous tes mouvements se feront dans l'espace et non dans le temps. Pour le remarquer, il faudrait qu'une autre personne te regarde.
Vous n'êtes pas dans une machine à remonter le temps. Vous êtes tous les deux sur Terre à vivre le même flux temporel. Pour toi, en éprouvant cela à la première personne, tu as l'impression d'aller plus vite, car tu as beaucoup plus de mouvements dans l'espace dans un temps donné. Plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, plus tu deviens petit. Enfin, pas vraiment, mais cela dépend de la personne qui regarde. Si c'est toi qui voyages à cette vitesse, un objet à proximité te semblera petit. Tout comme quelqu'un qui te regarde voyager à la vitesse de la lumière te verra plus petit que tu ne l'es en réalité. La simulation que les scientifiques du MIT ont réalisée a montré que si la vitesse de la lumière diminue, tout s'étire comme une crêpe. Si tu vois des montagnes au loin et que tu cours à la vitesse de la lumière, elles apparaîtront plus éloignées. Les objets seront déformés et tu auras l'impression d'arriver plus vite à un certain endroit parce que le temps a ralenti pour toi. Si tu es complètement immobile et que quelqu'un qui se tient à ta gauche lance un objet en forme de cube vers ta droite, tu verras naturellement un côté de l'objet, sauf s'il se retourne. Mais dans cette nouvelle réalité, tu verras la face avant s'enrouler autour de la face visible que tu vois. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière dans un espace infini, tout sera étiré lorsque tu atteindras des vitesses infinies. Dans un monde où les gens peuvent marcher à la même vitesse que la lumière, nous ne percevrons rien de façon normale. Nous devrons nous habituer à la façon dont nous voyons les objets. Chaque mouvement que nous ferons entraînera des changements radicaux de couleur. Même tourner la tête pour regarder quelque chose te semblera bizarre. Disons que tu es dans un supermarché en train d'acheter des produits et que tu marches d'une allée à l'autre. Le lait au bout de la rangée aura l'air d'être très proche de toi, mais lorsque tu t'en approcheras, tu auras l'impression qu'il s'éloigne de toi. D'ailleurs, il prendra aussi une teinte rouge. Dès que tu t'en approcheras, il passera au bleu. Si quelqu'un passe avec un caddie, tu le verras comme une sorte de modèle 3D d'un caddie. La couleur changera à mesure qu'il s'éloigne de toi. Il semblera très loin, mais il sera juste devant toi. En fait, nous ne connaissons pas vraiment la vitesse réelle de la lumière. Les physiciens l'ont estimée approximativement à 299 725 km/s. Mais cette constante leur sert juste à calculer d'autres éléments scientifiques pour que nous puissions mieux la comprendre. Le problème est que nous ne pouvons mesurer la lumière qu'avec des faisceaux lumineux et des miroirs. Mais ce n'est pas comme si tout ce qu'il y avait à faire était de diriger un faisceau lumineux vers un miroir et de mesurer sa trajectoire originale et sa trajectoire réfléchie. La théorie de la relativité d'Einstein stipule que le trajet original de la lumière se déplaçant de la source au miroir peut ne pas avoir la même vitesse que la lumière réfléchie du miroir vers la source. Hypothétiquement, si la lumière mettait 10 secondes pour aller de la source au miroir, puis revenir à la source, nous pouvons en conclure que chaque voyage prend 5 secondes. Mais selon la théorie d'Einstein, la lumière pourrait mettre 9 secondes à voyager de la source au miroir, et seulement 1 seconde du miroir à la source, ou vice-versa, ou cela pourrait être des chiffres complètement différents. C'est pourquoi il est si difficile de mesurer la vitesse de la lumière. Les scientifiques ont fait une percée lorsqu'ils ont réussi à ralentir la vitesse de la lumière à 0 sans perdre sa luminosité. Ils y sont parvenus en utilisant des nuages d'atomes ultra-froids fabriqués avec des cristaux photoniques. Ces cristaux sont des matériaux percés de milliards de petits trous où la lumière peut se réfracter. Mais que se passerait-il si nous vivions dans un monde où la lumière s'arrêterait à mi-chemin ? Tu te réveilles un matin et tu as l'impression que c'est le crépuscule. Tu ouvres les rideaux et tu vois que de nombreuses lumières de voiture sont allumées, mais ne sont pas très lumineuses. Tu allumes les lumières de ta chambre, mais tu as l'impression que l'ampoule s'est éteinte. Tu la remplaces par une autre, mais cela ne change rien. Tu allumes les lumières partout dans ta maison, mais tout ne donne qu'une faible luminosité. Tu es confus et tu essaies de vérifier s'il y a un problème d'électricité dans ta maison. Mais elle semble bien fonctionner. Tu vérifies auprès de tes voisins. Et ils ont aussi les mêmes problèmes. Même les experts en la matière n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Les heures passent et c'est toujours la même chose. Toute la lumière du monde semble s'être figée à mi-chemin. La luminosité de ton téléphone est faible, même si tu l'as poussée au maximum. Tout s'assombrit. Les infos t'apprennent que c'est un problème mondial. La lumière diminue lentement et bientôt, il n'y en aura plus du tout dans le monde. Tu décides d'attendre pendant que le monde plonge dans la panique. Il y a quelque chose d'anormal. On dirait que la Terre tremble. Ce n'est clairement pas un séisme, et ça ne fait qu'empirer. Les nuages semblent se déplacer plus vite que d'habitude, et les animaux deviennent fous. Le présentateur du journal télévisé apparaît avec un air alarmé et dit « Bonjour, nous sommes désolés d'interrompre votre programme.
les scientifiques viennent de découvrir que la rotation de la Terre fluctuait à un rythme inhabituel. Un groupe de spécialistes pense que la Terre accélère sa rotation à chaque seconde, et ils ne savent pas pourquoi. Même si la Terre augmentait sa vitesse de 1,6 km/h, la journée ne raccourcirait que d'1 minute et demie environ. On ne le sentirait pas vraiment et on pourrait continuer comme si de rien n'était. Mais à mesure que la Terre tourne plus vite, nos corps qui sont adaptés à un rythme de 24 heures auront du mal à s'y faire. Si tu vis près de l'équateur, cela signifie que la rotation de la Terre est plus rapide qu'au pôle Nord et Sud. La zone située près de l'équateur a besoin de plus de temps pour effectuer sa rotation complète. Il pleuvra aussi plus que d'habitude. La rotation de la Terre maintient la météo en équilibre, de sorte que rien d'anormal ne se produit. Mais comme la Terre bouge plus vite, le climat s'emballe. Nous commencerons à voir plus de tempêtes et nous passerons plus de temps au chaud à l'intérieur à siroter un chocolat chaud. Même si cela semble bizarre, tout le monde peut continuer à mener sa petite vie. Mais si la Terre prenait un peu plus de vitesse et tournait à 45 mètres par seconde, la journée serait réduite à seulement 22 heures. Cela donnerait un peu l'impression d'être en décalage horaire en permanence. Toutes les entreprises travaillent avec un horaire de 24 heures par jour, de sorte qu'enlever ne serait-ce que 2 heures peut avoir des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. L'ensemble du calendrier devra changer et s'adapter au nouveau rythme. Les designs des horloges changeront et elles ne comporteront plus que 10 segments. Et à chaque semaine, les journées raccourciront, de sorte qu'il n'y aura plus de moyens appropriés de connaître l'heure, sauf par les couchers et les levées de soleil. Le temps continuera à se dérégler, avec l'impression que la pluie ne s'arrête jamais. Les animaux qui dépendent des schémas météorologiques ne sauront plus comment se comporter, et des migrations de masse se produiront pour presque toutes les espèces. Des volées d'oiseaux voleront partout et atteindront des endroits où ils ne vont normalement pas, ce qui affectera toute la chaîne alimentaire et les écosystèmes. Les forêts, les jungles et les autres endroits peuplés par des animaux sont maintenus en équilibre lorsqu'ils ne sont pas affectés par les humains. S'il pleut constamment dans certaines zones, les inondations obligeront les animaux à se déplacer vers d'autres territoires et à rivaliser avec les prédateurs de la région. Si la Terre prenait de la vitesse chaque jour, alors en te tenant sur une balance dans l'Arctique, tu verrais que tu pèses 81 kg. Mais sur l'équateur, tu pourrais peser seulement 80 kg. C'est à cause de la force supplémentaire qui s'oppose à la gravité dans cette zone. Avec la Terre tournant plus vite, toutes les compagnies aériennes du monde entier se sont arrêtées, car les systèmes radars se sont détraqués et la météo est trop dangereuse pour voler. Tout le monde doit se déplacer en voiture. Les satellites sont positionnés de telle manière qu'il est crucial qu'ils restent là où ils sont afin de faire rebondir les signaux vers nous. À cause de ce qui se passe, les signaux Wi-Fi et TV ne peuvent plus passer. Les communications dans le monde entier vont finir par être courtes et lentes. Et finalement, nous aurons une panne totale de communication. Les navires cesseront de fonctionner et le commerce mondial s'effondrera, ajoutant des dommages supplémentaires à l'économie mondiale déjà défaillante. Les vents seront plus forts et plus rapides que d'habitude, ce qui signifie que les températures changeront. Les tempêtes et les ouragans seront plus forts que jamais et auront plus d'énergie destructrice. Et à 160 km/h, les régions équatoriennes seront englouties sous l'eau. Le bassin de l'Amazone et les petites îles seront désormais complètement submergés sous environ 15 mètres d'eau. La plupart des plantes seront en danger, surtout près de l'équateur. Avec les forêts menacées par les inondations, davantage d'écosystèmes seront en danger. Les arbres et les plantes ne survivront pas à tant d'inondations. Si la Terre tournait si vite que les journées étaient réduites à 15 heures par jour, nous aurions probablement l'impression d'être toujours dans un avion à réaction traversant des turbulences. Il serait impossible de dormir si la Terre continuait à prendre de la vitesse à chaque seconde de la journée. Les jours dureraient environ 7 heures, de même que les nuits. Le monde entier serait inondé, à l'exception des points les plus élevés des plus hautes chaînes de montagnes. Si cela se produit, les humains finiront très probablement par s'accrocher aux dernières parcelles de terre dégagées. La plupart de la vie animale disparaîtra. Et à mesure que la Terre tourne de plus en plus vite, la croûte terrestre perdra de sa dureté, ce qui engendrera des tremblements de terre plus fréquents et plus forts. Des volcans entreront en éruption un peu partout, même s'ils seront immergés par les eaux. Cela va continuer comme ça pendant un bon moment. De nombreuses catastrophes naturelles majeures comme les séismes, les tsunamis, les volcans et même la fonte des calottes glaciaires ont accéléré la vitesse de la Terre de quelques millisecondes.
Alors que la vitesse de la Terre continue d'augmenter, ces catastrophes naturelles vont faire que la planète tourne encore plus vite. Même si ce n'est que de quelques millisecondes, c'est suffisant pour avoir des conséquences majeures. La Terre tourne maintenant à 1600 km/h. Et alors que tu es assis avec le reste des survivants, tu te sens en légère lévitation. Tu vois des petits cailloux et des rochers qui flottent à quelques centimètres du sol. Les nuages au-dessus de toi passent comme des étoiles filantes. L'air est épais et humide car l'eau monte vers le haut, formant de gros nuages prêts à déverser leur eau. Mais comme la gravité est plus faible, une partie de la pluie est en suspension dans l'air. De nombreux petits objets flottent autour de toi comme si tu étais dans l'espace. Les jours et les nuits ne durent pas plus de quelques heures. À ce stade, le monde entier est inondé et la croûte terrestre a disparu à 80%. Si cela dure plus longtemps, il n'y aura plus aucun être vivant, à l'exception peut-être de créatures microscopiques qui peuvent résister à des conditions extrêmes. Il faudrait que la Terre tourne à environ 28 300 km/h pour annuler la gravité et que les choses commencent à flotter. À ce moment-là, toute l'eau de l'océan va s'élever dans les airs et ressembler à une pluie inversée. Les gros rochers des montagnes se sépareront du socle rocheux et léviteront au-dessus du sol, ressemblant à de petites planètes dans l'espace. La Terre tourne maintenant 17 fois plus vite que d'habitude, ce qui fait qu'une rotation complète autour de son axe ne dure que 84 minutes au lieu de 24 heures. Si tu parviens à rester en vie aussi longtemps, tu verras littéralement les jours et les nuits passer en un instant. Tu flotteras aussi sans but dans le ciel, heurtant des rochers et d'autres surfaces. Tu ne reconnaîtras plus rien. La croûte terrestre se déchire, exposant le magma qui se trouve en dessous. Atterrir sur le sol n'est pas une option. Tu vois l'espace à mesure que tu montes de plus en plus haut. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, mais tout ce que tu sais, c'est que tu es probablement le seul humain restant dans ce monde en rotation. La Terre finira par tourner si vite que le reste des couches commencera à se détacher, exposant l'intérieur de la Terre. Elle commencera à s'aplatir autour de son noyau jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une crêpe. Rien ne pourra survivre à ce stade. Une telle quantité de chaleur sera produite par le noyau que la planète chauffera comme dans un micro-ondes. Toute l'eau disparaîtra et la Terre ressemblera à un point rouge dans le système solaire. Et lorsqu'elle commencera à s'approcher de la vitesse de la lumière, le temps se figera. Les rochers et les éléments flottants ne bougeront plus et finiront par être déformés. Et avec suffisamment d'efforts, la Terre finira par se transformer en un trou noir. Bien sûr, rien de tel ne se produira jamais. Selon les scientifiques, la Terre va très probablement ralentir sa rotation. Depuis que la Lune est entrée en scène, la Terre ralentit d'environ 6 km/h tous les 10 millions d'années environ. C'est à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur notre planète bleue. Et il est fort probable que cela continue ainsi. Alors ne sois pas si pressé.